Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, était du 9 au 11 décembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud, où il a pris part aux funérailles officielles de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Les échos dans quelques instants. La 7e conférence des présidents des instances africaines de régulation de la communication a pris fin ce matin à Niamey. D'importantes motions et recommandations ont été formulées. Ouverture ce matin de la session ordinaire au titre de l'année 2013 du Conseil islamique du Niger. Le thème retenu, l'islam, facteur du progrès. Bonsoir à tous. Un invité sur ce plateau, il s'agit du professeur Abdoulaye Gouro. Il est le secrétaire exécutif du Conseil national de la recherche agronomique CNRA, également coordinateur du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO Niger. Bonsoir professeur. Bonsoir. Et nous allons revenir vers vous pour parler des appels d'offres de bourse de formation lancés par le CNRA et le PPAO Niger. Le temps de signaler que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a effectué une mission du 9 au 11 décembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Il a pris part mardi matin aux funérailles officielles de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux Moussa Yahya et Yahya Rabou. C'est après escale à Luanda, en Angola, que l'avion du président de la République s'est posé à Johannesburg le lundi après-midi. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, était accompagné notamment de Moussa Moumouni Djermoko, président du CESOC, de Mme Hussein Hadizatou Yakouba, directeur de cabinet adjointe du président de la République, et de Mme Rakia Mayaki, ambassadrice du Niger à Pretoria. En même temps que le président Issoufou, ce sont les dirigeants du monde entier qui ont convergé vers Johannesburg pour rendre un dernier hommage au père de la nation arc-en-ciel décédé 5 jours plus tôt. Mardi matin, il pleuvait des cornes sur Johannesburg et sa banlieue, mais cette pluie ne décourageait pas les milliers de Sud-Africains qui ont pris d'assaut le FNB Stadium ou Soccer City de Soweto. Pour eux, cette pluie est assimilée aux larmes du ciel, car le ciel aussi devait pleurer la mort de Tata Madiba. En communion avec ce peuple uni malgré ses différences, ses dirigeants et la famille de Mandela, forte de 18 petits-fils et 12 arrière-petits-fils, il y avait une centaine de chefs d'État, anciens comme actuels, et de souverains représentant 91 pays et de nombreux dirigeants d'organismes internationaux. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, est arrivé au stade Soccer City aux environs de 11 h heure locale. En présence de tous ces dirigeants, mais aussi d'anciens compagnons de lutte de Mandela, de sa famille et des autorités sud-africaines, la cérémonie avait des airs de magie. La magie de Mandela qui, même mort, continue d'unifier le peuple. D'abord, la poignée de main entre le Cubain Raúl Castro et l'Américain Barack Obama est un formidable cadeau de Madiba. Puis la chaleureuse accolade entre son ex-épouse, Winnie Mandela, et celle de sa dernière noce, Graça Machel, est une autre preuve de l'enseignement de Madiba. Enfin, Madiba a eu droit aux prières de toutes les confessions religieuses, signe de son appartenance à tous les peuples. Parmi ceux qui ont eu le privilège de s'exprimer à cette cérémonie mémorable, l'on peut citer entre autres les anciens compagnons de lutte de Mandela, les membres de sa famille, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, la présidente de la Commission de l'Union africaine Nkosazana Dlamini Zuma, le président cubain Raúl Castro, la brésilienne Dilma Rousseff, le révérend Desmond Tutu et surtout le plus ovationné, le président des États-Unis d'Amérique Barack Obama. To the people of South Africa. People of every race and every walk of life, the world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. His struggle was your struggle. His triumph was your triumph. Tous ont rappelé le parcours, le combat et surtout l'enseignement de Madiba. C'est donc fier d'avoir pris part aux funérailles d'un homme exceptionnel que le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey mercredi. Cette présence massive des dirigeants de la planète
confirme, si j'ose dire, l'envergure du disparu, sa dimension exceptionnelle, sa dimension universelle. Mandela a mené une vie glorieuse. On s'en souvient, il a consacré toute sa vie à la lutte pour la liberté, contre l'oppression. Il a vécu près d'un quart de siècle en prison. Mais une fois libéré, il a pardonné à ses oppresseurs. Une fois aussi devenu président, il a su réconcilier les citoyens de cette nation arc-en-ciel que constitue l'Afrique du Sud, où les contradictions semblaient insurmontables. Mais ce qui est aussi important par-dessus tout, c'est que Mandela a fait preuve d'une grande humilité en quittant volontairement le pouvoir dans une Afrique où, on le sait, les dirigeants ont plutôt la tentation de s'autoproclamer homme providentiel irremplaçable. Et donc Mandela, on peut le dire, a été un grand homme, un homme exceptionnel, un homme qui entre dans l'histoire par la grande porte. Sur place en Afrique du Sud, les obsèques de Nelson Mandela vont se poursuivre jusqu'au dimanche, date de son inhumation dans son village de Kounou. Quant à son enseignement de paix et de réconciliation, il restera dans l'esprit de tous ceux qui l'ont côtoyé. Que son âme repose en paix. Le chef d'état-major des armées, le général de division Seyni Garba, a pris part hier à Dori aux festivités marquant le 53e anniversaire de la proclamation de l'indépendance du Burkina Faso. La cérémonie était placée sous la présidence du président du Faso, Blaise Compaoré. Le commentaire de Oumar Kaltumbako. À sa descente d'avion, le chef d'état-major des armées, le général de division Seyni Garba, a été accueilli par le chef d'état-major adjoint du Burkina Faso, le colonel-major Zabré Pringrenoma. Dori, la capitale de la région de Sahel, qui a accueilli les festivités cette année, a brillé par la floraison de belles et modernes infrastructures grâce à un investissement de plus de 15 milliards de francs CFA. Au cours de la cérémonie, placée sous le thème « Civisme et cohésion sociale », thèmes fondamentaux d'un développement durable, l'on note la présence de plusieurs pays amis du Burkina Faso, dont le Niger, représenté par le chef d'état-major des armées, le général de division Seyni Garba, et notre bataillon parachutiste commandé par le lieutenant-colonel Jibril Adamou Harouna. Cette cérémonie a d'abord été marquée par les impressionnantes prestations des troupes culturelles locales. S'en est suivi la remarquable démonstration de la gendarmerie routière, le tout couronné par un gigantesque défilé civil et militaire. Un défilé au cours duquel s'est distingué le détachement du bataillon parachutiste du Niger sous la conduite du capitaine Abdelaziz. Une véritable démonstration de mouvement d'ensemble dont l'harmonie et l'élégance agrémentées par le rythme de la fanfare togolaise n'ont pas laissé le public indifférent. Le bataillon parachutiste nigérien est commandé actuellement par le commandant Djibrila Adamou Harouna. Sa devise est « mieux que les meilleurs ». Nous vous demandons de les ovationner s'il vous plaît. En marge de la cérémonie et avant de quitter Dori, le chef d'état-major des armées et sa délégation ont pris part au déjeuner offert par le président du Faso à Yakuta, situé à 15 km de Dori.
Précisons que la prochaine édition aura lieu en 2014 dans la région de Gawa. Merci Moussa Mani pour ce commentaire. Clôture ce matin à l'hôtel Gawé de la 7e conférence des présidents des instances africaines et régulation de la communication. D'importantes motions et recommandations ont été formulées. La clôture a été présidée par le nouveau président Abdraman Ousmane, président du Conseil supérieur de la communication du Niger. Compte rendu, Guy Mathieu et Abdoulaye Adam. En clôturant cette 7e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, les présidents ont unanimement adopté un certain nombre de recommandations, dont celle d'exhorter les autorités compétentes de chacun des pays respectifs de prendre les mesures juridiques et techniques indispensables au basculement vers le numérique dans les délais prévus par l'Union internationale des télécommunications, de donner mandat à la présidence en exercice et au secrétariat exécutif pour mettre en œuvre à temps opportun les conclusions pertinentes de l'audit financier et de l'audit organisationnel après avoir noté l'intérêt qu'il représente pour l'amélioration de l'efficience du RIAC et enfin de prévoir une participation active du réseau dans la mise en œuvre de la feuille de route 2014-2015. En outre, les participants ont tenu à adresser une motion de remerciement au président de la République, au président Abdraman Ousmane et au CSC pour la parfaite organisation de cette 7e CICAF. Après les mots du secrétaire permanent du RIAC et de la présidente sortante de ce réseau qui a salué la qualité des résultats obtenus à Niamey, le nouveau président du RIAC, Abdraman Ousmane, président du Conseil supérieur de la communication, a tenu à remercier ses collègues présidents pour cette marque de confiance en lui confiant la présidence du RIAC pour un mandat de 2 ans. À partir de ce jour 12 décembre 2013, le Niger va assurer la présence en exercice du RIAC pour 2 ans. Je voudrais vous remercier pour cette marque de confiance et vous assurer en même temps de mon engagement personnel, de celui du Conseil supérieur de la communication et du Niger pour être à la hauteur de vos attentes et de vos espérances. Au cours du mandat qui vient de s'achever, le RIAC a accompli de nombreux progrès, prouve à suffisance que le bilan de la présidente sortante a été globalement positif. L'occasion s'y prête donc pour adresser mes félicitations à l'autorité de régulation de la communication de Tanzanie, la TCRA, pour le remarquable travail accompli à la tête de notre réseau. La conférence des présidents qui vient de se terminer a adopté le projet de plan d'action 2014-2015 élaboré par le Conseil supérieur de la communication du Niger. Dès lors que nous l'avons adopté, il devient la feuille de route commune du RIAC pour le prochain biennum. Et cette feuille de route est axée autour de 5 axes thématiques. 1. La transition vers le numérique. 2. Le cadre juridique et institutionnel de la régulation. 3. La régulation des médias en période électorale. 4. L'égalité homme-femme dans les médias. 5. Le partenariat et le réseautage. La présidente sortante du réseau des instances africaines de régulation de la communication devrait enfin passer le témoin au nouveau président du RIAC. Des souvenirs ont été également remis aux membres du réseau sortant et entrant du RIAC, clôturant ainsi en beauté la 7e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CICAF 2013. Dans le cadre des activités du réseau des instances africaines de régulation de la communication, un dîner de gala a été offert hier soir au Grand Hôtel de Niamey. Compte rendu Abdelrazak Amadou et Isaac Issa. Après les séances des travaux de 2 jours, les participants à la 7e conférence du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC se sont retrouvés dans les jardins du Grand Hôtel pour ce dîner de gala, en présence de plusieurs invités de marque, dont la participation est saluée par Abdraman Ousmane, président du Conseil supérieur de la communication du Niger. Je voudrais, au nom du Conseil supérieur de la communication, vous souhaiter la bienvenue donc à ce dîner que nous avons bien voulu placer sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre, mais qui n'a pas pu être présent compte tenu des contraintes de dernière minute. Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, m'a chargé de vous présenter toutes ses excuses pour ce contretemps. J'ai décidé aussi
de dédier ce dîner-là à la fête nationale du Burkina Faso et à l'honneur de Mme Béatrice Damiba, présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso. Chants et danses exécutés par les artistes nigériens étaient également au menu de ce dîner de gala. Dédié à la présidente du Conseil supérieur de la communication burkinabé, Béatrice Damimba, car ce 11 décembre coïncide avec la fête nationale du Burkina Faso. Abdourahmane, je suis ému, le remercier lui et toute son équipe pour l'organisation parfaite. Il n'y a rien de parfait dans la vie, presque parfaite en tout cas, de ces retrouvailles-là. Depuis notre arrivée à Niamey, depuis l'ouverture hier, toute la journée d'hier, toute la journée d'aujourd'hui, ils ont su nous mettre dans des meilleures conditions possibles de travail. Et on a beaucoup travaillé, hein. Ça rend vraiment compte, finalement, tellement les commodités aussi y étaient. Les repas, les pauses café, les documents qui venaient, à part quelques petits problèmes techniques, mais bon, cela arrive partout avec les petites coupures de courant. En tout cas, si on devait donner une note, je pense que ça ne serait pas loin de 19 sur 20. En somme, la fête a été belle hier au Grand Hôtel de Niamey. Les chansons traditionnelles du Niger qui ont agrémenté ce dîner de gala constitueront certainement un souvenir pour les participants à la 7e conférence du réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC Niamey 2013. Autre aspect de l'actualité nationale dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, la Haute Autorité à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia a organisé hier après-midi une conférence débat sur l'implication de la femme dans la lutte contre ces fléaux. Cette conférence, animée par Mme Maïda Zainabou de la Halcia et le professeur Tidjani Alou de l'Université Abdoumoun de Niamey, s'est déroulée en présence de plusieurs invités. La synthèse avec Maria Madakou. Au cours de cette conférence débat, il s'est agi pour la première conférencière, après le mot introductif de la représentante de Transparency International, facilitatrice de ce débat, de présenter un premier exposé sur le phénomène de la corruption, causes et conséquences. Un exposé lors duquel elle a défini le concept et les différents types de corruption existant au Niger. Peu après, l'assistance a eu droit à une communication portant sur l'engagement de la femme dans la lutte contre ce fléau, thème principal de la conférence. Le message de cette année de la Journée internationale de lutte contre la corruption de 2013 est zéro corruption, 100% développement. Au vu du nombre, donc du pourcentage de femmes qu'il y a au Niger, 50,6% de la population totale, nous estimons que c'est la meilleure cible qu'il faut pour développer et inséminer, insuffler un changement de comportement. Nous ne pouvons le faire qu'avec les femmes. La Halcia a une mission préventive, elle a une mission de prévention. Et nous pensons que c'est en passant par les femmes que nous pouvons les sensibiliser pour qu'elles se ressaisissent par rapport à leurs valeurs. La femme est gardienne de valeurs morales. La femme est mère, la femme est éducatrice, la femme participe à la bonne gouvernance. Et nous pensons que c'est tous ces objectifs que nous avons poursuivis et qui, nous pensons aussi aujourd'hui, les 150 femmes qui ont participé à cette conférence ont accepté, se sont engagées pour le zéro corruption, 100% développement. Le Niger aura amorcé un combat pour la lutte contre la corruption. Quant au deuxième conférencier, il a largement développé ce thème avant de souligner qu'il faut d'abord reconnaître l'existence de la corruption pour mieux la combattre. Le professeur Tidjani Alou d'indiquer qu'il est nécessaire, voire impératif, de mener des recherches avec plusieurs approches, dont celles juridiques et socio-anthropologiques.
Notons enfin que ces communications présentées ont suscité plusieurs réactions et un intérêt certain de l'assistance, toutes choses ayant contribué à enrichir le débat autour de cette thématique. Le Conseil islamique du Niger a ouvert ce matin au Palais du Congrès sa session ordinaire au titre de l'année 2013 avec comme thème central l'islam, facteur du progrès. La cérémonie officielle d'ouverture a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, Ider Adamou, en présence du vice-président du Conseil islamique du Niger et du docteur Hamid Al-Gabid, invité pour la circonstance Gérard Ablaziz et Sidikou Abdou. Avec comme thème central l'islam, facteur du progrès, cette session ordinaire du Conseil islamique du Niger CIN au titre de l'année qui s'achève traitera de 5 sous-thèmes relatifs aux pratiques religieuses, aux relations sociales, au progrès économique, scientifique et culturel et à la vie politique. Le Conseil islamique du Niger organise cette session du 12 au 16 décembre 2013 et dont l'objectif essentiel consiste dans la contribution à la sensibilisation des Nigériens en leur donnant une idée claire et juste sur l'islam qui traite tous les domaines de la vie humaine, qu'ils soient religieux, culturels, sociaux, économiques, politiques, etc. Dans ce domaine, le Saint-Coran dit, je cite, « Nous n'avons rien négligé dans ce livre ». Fin de citation. À cette occasion, il est important d'exprimer le remerciement du Conseil islamique du Niger à son Excellence, M. Issoufou Mohamedou, président de la République, chef de l'État, pour l'importance qu'il accorde toujours à l'identité historique islamique du peuple nigérien. Pour cette session et dans toutes ses activités, le Conseil islamique du Niger bénéficie de tous les soutiens du ministère en charge des affaires religieuses. Je voudrais vous dire tout l'attachement que le gouvernement du Niger, en tout cas, attache au Conseil islamique. Et c'est pour cela que les recommandations qui seront issues, en tout cas de cette session, feront l'objet d'une attention particulière, mais surtout, nous aiderons nous aussi dans nos tâches quotidiennes pour que ceci, en tout cas, puisse nous servir de canevas pour essayer, en tout cas, de travailler pour le progrès de notre pays. À l'issue de cette session, le Conseil islamique du Niger, comme à l'accoutumée, organisera des missions dans toutes les 8 régions du Niger pour tenir des réunions et des conférences avec une centaine d'oulémas, d'imams, des prêcheurs et des membres des associations islamiques par rapport aux sous-thèmes traités. Il s'agira pour le CIN de permettre aux populations de bien appréhender les principes authentiques de l'islam tels que la fraternité, l'unité, la paix, la compréhension, la solidarité et surtout la tolérance. Et comme annoncé en début de journal, nous recevons ce soir le professeur Abdoulaye Soumana Gourou, secrétaire exécutif du Conseil national de la recherche agronomique, également coordinateur du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PEPA au Niger, un projet initié par la CEDEAO et financé par la Banque mondiale. Il faut rappeler que ce projet est mis en œuvre dans 13 des 15 pays membres de la CEDEAO. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Et les 2 structures que vous dirigez viennent de lancer des appels d'offres de 48 bourses pour les niveaux master et doctorat dans le cadre du Centre national de spécialisation en élevage et un autre appel pour 5 bourses de formation au Brésil. Dans un premier temps, nous allons parler de l'appel qui propose des formations diplômantes pour 48 candidats. Alors, dans quel cadre s'inscrit cet appel d'offres de bourse et qu'est-ce que le CNS élevage? Merci madame. Je voudrais d'abord remercier Télé Sahel de me permettre de m'adresser à nos jeunes candidats potentiels à ces bourses pour leur donner des clarifications. Et les remercier eux aussi parce qu'ils sont nombreux à nous poser des questions, à téléphoner, à nous envoyer des emails et surtout leur dire qu'ils ne nous gênent absolument pas parce qu'ils commencent toujours par s'excuser. Au contraire, nous aurions été déçus si nous ne recevions pas de questions. C'est bien pour ça que nous avons donné toutes nos coordonnées, y compris nos coordonnées personnelles. Alors, vous l'avez dit, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest est un programme qui couvre les 13 pays de l'Afrique de l'Ouest.
Alors, ce qu'il faut ajouter à cela, c'est que c'est un projet à très forte proportion, j'allais dire à 60 à 70% recherche, le reste étant transfert de technologie, formation, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque pays qui a le même projet, n'est-ce pas, chaque pays a été spécialisé dans un domaine précis, domaine pour lequel il présente un avantage comparatif par rapport aux autres pays. Le pays qui présente un avantage comparatif en matière d'élevage, c'est bientôt, bien sûr, notre pays. Alors c'est pour ça qu'on nous a confié la création d'un centre national de spécialisation en élevage. Alors, par exemple, le Burkina Faso, c'est un centre national de spécialisation en fruits. Au Bénin, c'est un centre national de spécialisation sur le maïs. Le Mali, c'est le riz. Le Burkina Faso, c'est les céréales sèches, ainsi de suite. Et ces centres nationaux de spécialisation sont amenés à devenir, dans les 2-3 ans qui vont venir, des centres d'excellence régionaux. C'est-à-dire que chaque centre doit être leader dans le domaine qu'on lui a confié, mais leader pour l'ensemble de la sous-région. Autrement dit, il faudrait avoir une bonne organisation et surtout avoir des hommes pour conduire les activités dans ces structures. C'est pour ça qu'il faut commencer par former les hommes, avoir les capacités humaines, les gens qui sont à même de conduire des activités de recherche, des activités de formation, non seulement pour le Niger, mais aussi pour l'ensemble de la sous-région Afrique de l'Ouest. Et alors, cette clarification étant faite, je voudrais saisir cette occasion, madame, pour répondre à de nombreuses questions qui nous tombent, bien que nous pensions avoir été très clairs, mais c'est tout à fait normal. Alors d'abord, j'ai des questions sur est-ce que je peux postuler, je suis ça, je peux postuler. Bon, premièrement, il faut être nigérien, c'est la nationalité nigérienne. Deuxièmement, il faut remplir des conditions d'âge. Pour les masters, il faut avoir maximum 35 ans, pour les doctorats, maximum 45 ans. Alors, on me dira pourquoi, mais parce que c'est comme ça que ça a été convenu avec le partenaire, le bailleur de fonds, pour tous les pays, ce n'est pas que pour le Niger. Alors, on me dit, moi j'ai tel diplôme, est-ce que je peux postuler? Mais si votre diplôme a le niveau d'une licence et que vous voulez passer un master, par rapport à la discipline pour laquelle vous pensez être compétent, oui, il suffit d'avoir un diplôme de licence ou équivalent à licence pour postuler pour un master. De la même manière, il faut avoir un diplôme de master ou équivalent pour postuler à un doctorat. Donc c'est au candidat de savoir toutes ces choses-là. Et alors on me dit, où est-ce que nous serons inscrits? Alors je dis, mais si vous avez déjà, si vous savez où vous inscrire, vous vous inscrivez, il n'y a pas de problème. Si vous ne savez pas où vous inscrire et que nous vous attribuons la bourse, nous vous assisterons pour trouver une université d'accueil. Voilà donc comment les choses se passent. Venons à la formation au Brésil, professeur. Pourquoi au Brésil et pourquoi encore et uniquement le secteur de l'élevage? Alors le Brésil, parce que nos pays d'Afrique en matière de recherche agricole ont entamé une coopération avec le Brésil qui a, somme toute, les mêmes conditions agroécologiques que nous et puis qui a démarré un peu comme nous, avec une agriculture il y a 40 ans pauvre et qui s'est développée grâce à la recherche. Et puis nous avons beaucoup de similitudes en termes de produits. Et donc nous avons effectué une visite au Brésil, il y avait 52 personnes pour les 13 pays d'Afrique de l'Ouest pour la recherche agronomique. Et chaque pays est évidemment parti voir ce qui se fait dans le domaine qui lui a été confié comme centre national de spécialisation. Alors nous sommes allés, nous avons visité des structures de recherche en zootechnique et vétérinaire, bien évidemment. Et nous sommes convenus avec la partie brésilienne, tous ces pays-là, que chacun devrait envoyer 5 étudiants qui se formeraient chez eux dans le domaine que nous avons choisi. Nous, c'est donc dans le domaine de l'élevage, et ils acceptent de recevoir 5 personnes. Alors ce que je voudrais rajouter, c'est qu'il ne faut pas que les gens croient que c'est des bourses brésiliennes, c'est des bourses nationales. C'est sur les crédits de la Banque mondiale, donc un prêt que le Niger a pris, que nous allons payer ces bourses-là. Et professeur, pouvez-vous nous parler un peu du choix des disciplines? Alors, le choix des disciplines, ça fait l'objet d'un long travail. Nous avons d'abord regardé les contraintes de développement de l'élevage dans notre pays, identifié
les priorités. Et en fonction de ces priorités, nous avons dit qu'il fallait tel ou tel profil pour conduire ces activités. Une dernière question, comment avez-vous déterminé le nombre de bourses à octroyer? Alors ça a été un travail ardu, dur. Il a fallu faire le point sur toutes les ressources humaines disponibles dans le pays, regarder qui va à la retraite dans combien d'années, est-ce que nous avons tous les profils qu'il faut. Enfin, c'est un travail qui nous a pris quelques mois quand même. Et en fonction de ça, nous avons dit, ben voilà, pour telle discipline, il nous faut tant de personnes, pour telle autre discipline, tant de personnes, etc. C'est comme ça que nous avons identifié à peu près 79 personnes à former pour faire un vrai centre national de spécialisation en élevage. Merci, professeur, et restez avec nous pour la suite de cette édition. En marche des activités sportives, entrant dans le cadre de la première édition de la Coupe du préfet d'Abala, parrainée par l'honorable député Assoumana Malam Issa, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adamou Chefou, a effectué une série de visites dans le département d'Abala, notamment au niveau de la station de multiplication de bétail de Toukounous et à la mare de la commune rurale de Sanam. Compte rendu Pascal Gauthier et Akoté Waglas. C'est dans le cadre de sa série de visites effectuées au niveau des différents centres de multiplication que le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement urbain, Ada Chefou, a entrepris mardi dernier une visite au niveau du centre de multiplication de bétail de Toukounous. Il s'est agi pour le ministre de voir les techniques à entreprendre afin de prévenir les feux de brousse, qui est l'un des problèmes cruciaux des bandes par feu. Avec une superficie de 4 770 hectares, 100 km de bande par feu a été octroyé à la station de Toukounous par l'État dans l'optique de mener à bien ces activités qui sont réalisées sous forme de cash for work. Nous avons jugé utile de protéger donc cette biomasse fourragère pour permettre donc aux animaux du ranch de Toukounous de pouvoir donc passer la période difficile, c'est-à-dire la période de soudure. Cette activité est réalisée sous forme de cash for work. Et à la date d'aujourd'hui, nous avons réalisé 52 km sur les 5 km qui sont prévus. Ce qui a permis donc à la population d'avoir, en termes de ressources financières, 2 600 000 francs CFA à raison de 50 000 francs par kilomètre réalisé. Cette réalisation de ces bandes par feu a été possible grâce au soutien de l'État et à la participation d'une main-d'œuvre importante des populations environnantes. Des explications ont été données au ministre par le directeur de la station qui se réjouit d'ailleurs de l'apport combien salutaire des villageois. Ici, nous avions utilisé tous les villages environnants. Donc, par village, nous avions au moins 4 ou 5 équipes. Donc, chaque village a un certain nombre de kilométrages à faire. Et nous avions été satisfaits de la participation de la main-d'œuvre villageoise qui ont montré en tout cas un sens aigu des responsabilités. Et ils ont fait vraiment des bandes parfaites en respectant les normes qu'on les a données. Si toutes les précautions ont été prises pour maintenir ces pâturages. Et parmi les premières précautions à prendre, c'est la protection de ces pâturages contre les feux de brousse. Le déplacement de Filengue a également conduit le ministre Ada Chefou et le directeur adjoint du cabinet du président de la République, Ibrahim Yacouba, à la mare majeure de Sanam, victime d'ensablement. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable a pris l'engagement de viabiliser cette mare propice aux cultures de contre-saison. Le déplacement du ministre Ada Chefou s'est achevé par une visite de courtoisie au cheikh Assoumana Malam de Sana. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a présidé ce matin au Centre culturel Morganda le lancement du projet de promotion du développement local inclusif via la participation citoyenne des personnes handicapées dans les villes de Niamey et de Maradi. Objectif, informer les acteurs locaux sur les résultats de l'évaluation externe du projet. Compte rendu Salamat Momarabu et à côté Waglas. Cette rencontre marque le démarrage des activités du projet de promotion du développement local inclusif par le renforcement de la participation citoyenne des personnes handicapées dans les villes de Niamey et de Maradi. Elle vise à informer les acteurs locaux sur les résultats de l'évaluation externe du projet. Depuis l'année 2008, Handicap International entretient des relations de partenariat avec l'État nigérien qui s'est matérialisé par la signature avec le ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant d'une convention cadre de partenariat qui nous engage à mettre en œuvre des actions en faveur des personnes handicapées au Niger.
Ce projet sera mis en œuvre en collaboration avec la Fédération nigérienne des personnes handicapées. L'objectif de ce projet est de permettre d'améliorer la gouvernance au sein des organisations de personnes handicapées des villes de Niamey et Maradi, afin qu'ils soient des interlocuteurs de la société civile reconnus par les autorités et qu'ils participent au processus de développement local en accord avec les politiques du gouvernement. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a indiqué que ce projet cadre avec la politique du gouvernement qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Et le résultat attendu est d'améliorer les capacités des organisations de personnes handicapées des villes de Niamey et de Maradi afin qu'elles deviennent des interlocutrices de la société civile reconnues par les autorités et qu'elles participent au processus de développement local. Ce projet cadre parfaitement avec la politique du gouvernement qui vise notamment l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Ce projet est financé par l'Union européenne pour une période de 2 ans. Il sera mis en œuvre par l'ONG Handicap International en partenariat avec la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Cérémonie d'ouverture ce matin à Niamey de la revue annuelle des travaux du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette séance de travail de 3 jours va passer à revue toutes les activités de l'année 2013 du ministère et les perspectives pour 2014. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports. Compte rendu Joari Isiaka et Haman Sen. Les cadres du ministère de la Jeunesse et des Sports, les différentes structures ou organisations de jeunes, les ministères concernés, les partenaires techniques et financiers auront au cours de cette rencontre à examiner les différentes activités menées, les programmes exécutés ou en cours d'exécution de l'année 2013. Il s'agira pour eux de faire le bilan de l'année 2013 qui s'achève. Cette revue annuelle, la deuxième du genre de notre département ministériel, s'inscrit dans un processus qui contribuera sans doute à systématiser les comptes rendus et rapports, pièces essentielles pour l'analyse des progrès. Consolider les approches fondées sur la gestion, axées sur les résultats, consacrant ainsi la visibilité et la lisibilité des actions définies de commun accord et traduisant clairement l'imputabilité et la traçabilité sans lesquelles aucun suivi régulier et efficace ne peut être envisagé. Il s'agira en effet de s'accorder sans complaisance sur l'état des réalisations et les résultats obtenus, les leçons apprises, les recommandations majeures fortes, mais aussi de valider ensemble les actions futures susceptibles de garantir l'atteinte des objectifs clairement définis dans le programme de développement économique et social P2S 2012-2015 et dans la déclaration de politique générale du gouvernement de son Excellence M. Brigitte Raffini, Premier ministre, chef de gouvernement, et cela sur fond d'observance constante de la renaissance cohérente avec le programme de renaissance pour le Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Le Conseil national de la jeunesse du Niger, à travers les secrétaires généraux, a salué les efforts du ministère et des partenaires techniques et financiers, mais aussi les appels à plus d'engagement pour la jeunesse qui est l'avenir du pays. Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, il a invité les participants à donner le meilleur d'eux pour qu'au sortir de ces travaux, des résultats concrets et réalisables soient trouvés pour le bien-être de notre jeunesse. Pour sa part, le ministre de l'Environnement a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de validation du plan d'action et de la stratégie en matière de foresterie urbaine et périurbaine. Plusieurs membres du gouvernement, acteurs et partenaires de la gestion des villes ont pris part à l'ouverture de cet atelier qui prend en compte la politique d'intégration de l'arbre et la protection de l'environnement dans nos villes. Les détails avec Lamine Karimadibou et Tahirou Hassan. Le Niger s'achemine vers l'adoption et la mise en œuvre d'une stratégie nationale et d'un plan d'action en matière de foresterie urbaine et périurbaine à travers la tenue de l'atelier national de validation de la stratégie et du plan d'action à la matière. Un projet initié pour une période de 2 ans depuis février 2012 avec l'appui de la FAO. Le présent projet de coopération technique intitulé
promotion de la foresterie urbaine et périurbaine au Niger, développement de stratégies et plans d'action pour l'optimisation de l'agroforesterie, des forêts et des arbres pour les villes, vise un aménagement intégré durable des terres urbaines et périurbaines des villes du Niger. Il assiste le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable à définir et à mettre en œuvre une politique de gestion des espaces verts et des ceintures vertes et une politique d'intégration de l'arbre dans les agglomérations urbaines et périurbaines, permettant d'assurer la protection de l'environnement et d'améliorer le cadre de vie des populations des centres urbains et périurbains. Au nom des plus hautes autorités du Niger, le ministre en charge de l'environnement a remercié la FAO pour sa contribution à cette initiative qui prend en compte la politique d'intégration de l'arbre et la protection de l'environnement dans nos villes. Le document de stratégie qui va vous être soumis est articulé autour de 4 axes majeurs. La gestion et l'aménagement des espaces forestiers urbains et périurbains. L'accès des populations urbaines et périurbaines aux opportunités économiques fournies par les forêts. L'accès des populations urbaines et périurbaines aux biens et services fournis par les forêts. Le renforcement des capacités des acteurs urbains pour une meilleure gouvernance locale des forêts. J'ose espérer que ce document apportera une réponse appropriée à la promotion et au développement de la foresterie urbaine et périurbaine au Niger, car au-delà des 4 villes ciblées, le phénomène de la dégradation des ceintures vertes et des espaces verts des centres urbains et périurbains affecte également les autres villes du pays. Les plans d'action d'une durée de 10 ans visent non seulement à améliorer les cadres et les conditions de vie des populations cibles, mais aussi la promotion et le développement de la gestion des espaces verts. Parlons éducation. Dans ce journal, le projet JICA, Éducation pour tous, a remis ce matin à Niamey des équipements de bureaux et de matériel informatique, ainsi qu'un véhicule 4x4 à la coordination des comités de gestion des établissements scolaires. Compte rendu, Moudenchirou Ouma Jamila et Mohamedou Adam. La coordination des comités de gestion des établissements scolaires dispose désormais d'un cadre de travail adéquat. En témoigne cette remise officielle des bureaux, matériels informatiques et véhicules 4x4 qui s'élèvent à environ 36 millions de francs CFA. Aujourd'hui, grâce à l'appui de ce partenaire légendaire, nous disposons de 3 bureaux et une salle de réunion, en plus des 2 dans lesquels nous étions concentrés. Il est à noter que cette extension salutaire est accompagnée d'équipements, bureaux, ordinateurs, imprimantes, photocopieurs et projecteurs. Tout ceci pour nous permettre de travailler efficacement et de produire des résultats. Produire des résultats, c'est le slogan de notre cher Hara, le chef de ce projet EPT JICA. De par les objectifs assignés à la nouvelle phase de JICA, Éducation pour tous, le projet met en œuvre d'importantes activités. Notre projet a déjà réalisé plusieurs activités dont, entre autres, la formation et le recyclage de principaux acteurs de GDU, l'appui à travers le fonds de contrepartie pour assurer le suivi et accompagnement des activités CGDS, l'instauration de réunions mensuelles conjointes, projet coordination point focal, projet DEP, l'organisation des ateliers de partage d'expériences entre les principaux acteurs de GDU. La coordination des comités de gestion des établissements scolaires a, depuis sa création en 2012, joué un rôle important dans le système éducatif nigérien. Il me plaît de rappeler que les CGDS ont joué un rôle remarquable dans l'amélioration des indicateurs d'éducation. D'ailleurs, notre pays est reconnu comme pionnier et modèle en matière de gestion décentralisée, à laquelle aussi bien la lettre de politique éducative que le PSF consacrent une place importante.
Rappelons que le projet d'appui au développement de l'éducation à travers la participation communautaire JICA Éducation pour tous a comme principal axe d'intervention la pérennisation des acquis des activités des comités de gestion décentralisés des établissements scolaires. Ceci par la consolidation du système de suivi à travers le renforcement des capacités institutionnelles et managériales des acteurs. Ouverture ce matin à Niamey de l'atelier sur la gestion durable des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu rural par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication INTIC. C'est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement qui a présidé l'ouverture des travaux. Khadija Zada et Issoufou Samel. L'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication, quelle contribution pour une pérennité? C'est le thème de cet atelier sur la gestion durable des systèmes d'alimentation en eau potable en milieu rural par l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que la restitution des résultats de l'opération pilote de la région de Tawa. Un atelier organisé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement avec l'appui financier de la Banque mondiale. La Banque mondiale se félicite aussi des efforts qui ont été accomplis par le gouvernement du Niger ces dernières années pour doter les populations rurales de points d'eau en y déployant en moyenne 16 milliards de francs CFA de 2009 à 2012. Le programme eau et assainissement qui est conduit dans notre région pour l'Afrique sous la direction de M. Glenn intervient depuis 2005 dans la définition du cadre stratégique pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Il faut aussi noter que le gouvernement a adopté en décembre 2011 le programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement pour la période 2011-2015. Pour mieux garantir la pérennisation des services publics de l'eau potable en milieu rural, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a initié, avec le concours de ses partenaires, la mise en place de nouveaux outils de monitoring répondant à la fois aux besoins des exploitants et des communes pour le suivi des performances de la gestion d'alimentation en eau potable et le contrôle de la bonne exécution des dispositions contractuelles en matière de gestion. C'est ainsi qu'avec l'appui technique et financier du programme eau et assainissement financé par la Banque mondiale, une opération pilote a été menée dans la région de Tawa. C'est ici le lieu de remercier vivement tous ses partenaires techniques et financiers en général, la Banque mondiale et l'Agence française de développement en particulier, qui œuvrent inlassablement à nos côtés dans le cadre du développement du secteur de l'eau et de l'assainissement au profit de nos populations. Au cours de cet atelier qui durera 2 jours, les participants auront droit à la présentation du bilan de la mise en œuvre de l'opération pilote dans la région du Tawa ainsi que celle des autres pays de la sous-région. Les sessions de formation des enseignants permanents et vacataires de l'Institut de santé publique ISP sur la technologie de l'éducation ont pris fin ce matin à l'hôtel Oasis lors de la cérémonie de clôture présidée par le secrétaire général de l'établissement Idi Tanko. Les participants ont recommandé l'organisation d'autres formations de ce genre. Gérard Ablaziz et Sidikou Abdou pour le reportage. À travers cette formation de ces enseignants permanents et vacataires, l'Institut de santé publique ISP vise à remédier à certaines insuffisances constatées dans l'évaluation de ses étudiants. Vous avez surtout, durant ces 4 jours, appris que l'évaluation a des buts, des rôles, des fonctions et qu'elle diffère d'une institution à une autre, d'un milieu à un autre, d'un objectif à un autre. Vous avez appris que les questions d'évaluation sont formulées en fonction de la compétence de l'enseignant. Vous avez appris comment attribuer, en tout cas des notes, à une production d'un étudiant. Et pour cela, je ne doute pas que, à partir d'aujourd'hui, vous avez en tout cas internalisé les compétences pour évaluer. Je pense que l'ISP a amorcé un processus qui améliorera davantage les apprentissages de ses étudiants.
Satisfaits des enseignements reçus, les participants ont souhaité l'organisation d'autres sessions de formation. Nous, participants à l'atelier, recommandons étendre cette formation à tous les enseignants permanents et vacataires de l'ISP, assurer le suivi post-formation de cet atelier, organiser des sessions de formation à l'intention des enseignants de l'ISP sur les thématiques, méthodes, techniques d'enseignement et éthique déontologie enseignante. Ces sessions de formation des enseignants permanents et vacataires de l'ISP sur la technologie de l'évaluation ont eu lieu du 2 au 5, puis du 9 au 12 décembre. La salle de réunion du gouvernorat d'Ottawa a servi de cadre ce matin à la réunion du cadre de concertation État, partenaires techniques et financiers. C'était sous la présidence du gouverneur de la région d'État, Hawa Mamoudou et Yazrabi. Cette deuxième réunion du cadre de concertation État, partenaires techniques et financiers au niveau de la région d'Ottawa permettra de créer un cadre d'échange entre la région et ses partenaires, pouvant à terme faciliter la collecte de toutes les informations nécessaires à la mise en place d'une base de données fiable et actualisée. Cette réunion nous a permis de présenter effectivement les activités du projet, la mise en œuvre du projet, les difficultés auxquelles l'équipe du projet est confrontée. Et nous allons nous retrouver tout à l'heure pour faire des suggestions permettant effectivement à l'équipe de mettre en œuvre normalement le projet, c'est-à-dire d'atteindre des objectifs plus sensibles, un taux de réalisation plus acceptable. Quant au gouverneur de la région de Tawa, Salif Boumou, il devait lui marquer son intervention sur cette expérience nouvelle qui donne un sens concret à la synergie de tous les acteurs du développement rural, longtemps souhaité au niveau régional et national. C'est pourquoi il est nécessaire pour notre région de réussir cette innovation afin d'aboutir à des résultats concrets qui soient profitables et valorisables par les autres régions de notre pays en vue de mieux assurer la pérennisation des outils de gestion durable des programmes et projets. Le thème central du projet est de trouver une réponse collective au renforcement des capacités du dispositif institutionnel régional intervenant dans le secteur rural. Au terme de son propos, le gouverneur Salif Boumou a invité les participants à s'impliquer pleinement pour aider à l'exécution du projet et apporter leur savoir-faire à la réussite des activités prévues dans le devis programme de sa mise en œuvre, avant de remercier les partenaires techniques et financiers pour leur disponibilité. Ouverture ce matin de la 3e session ordinaire du Conseil de ville de Maradi au titre de l'année 2013. L'examen et l'adoption du budget participatif pour l'exercice 2014 étaient à l'ordre du jour. D'autres précisions avec Moussa Jariri et Sanoussi Garba. Cette session dite budgétaire comporte plusieurs points à son ordre du jour, à savoir une délibération sur le recasement et la restructuration des zones inondables du quartier Mazadojika et une autre délibération portant sur un programme triennal de développement urbain à travers la construction de 200 logements sociaux, la construction d'un parking gros porteur, la construction de boutiques intérieures du marché central et la construction d'un centre d'affaires qui permettra à la ville de Maradi d'accueillir de grands forums internationaux, ce qui portera le budget 2014 de la ville de Maradi en recettes et en dépenses de fonctionnement et d'investissement à environ 8,5 milliards de francs CFA. L'accomplissement de ce vaste programme ne saurait être possible sans le soutien de l'État et des partenaires techniques et financiers, ainsi que l'implication pleine et entière des populations, a dit le gouverneur de la région Amadou Babale, qui a d'ailleurs loué la pertinence du contenu de ce programme. Amadou Babale a donc invité la population et les conseillers élus à s'inscrire dans la mise en œuvre de ce programme qui vise la satisfaction de l'intérêt général dans le processus de développement durable de la ville. Le travail en parfaite intelligence avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ce vaste programme est aussi le souhait du président du conseil de ville, Kassoum Mokhtar. À noter enfin que le conseil de ville de Maradi a mis à profit cette grande instance pour décerner un témoignage officiel de satisfaction au commissaire de police sortant de la ville de Maradi, Abdou Salam Adam, pour les bons et loyaux services rendus à la population
pendant les 2 ans et demi de son séjour dans la région et a souhaité par la même occasion plein succès dans sa mission au nouveau commissaire Soumaïla Kouré. Don d'importants lots de manuels aux élèves du lycée Amadou Kourandaga de Zender par les amis du lycée, un appui des anciens élèves du lycée qui entrent dans le cadre de l'accompagnement des efforts des autorités de la 7e République. Le reportage de Garb Maman Kabiru et Ali Abou. Il est important de préciser que les amis du lycée Amadou Kourandaga de Zender, à travers ce geste, ne sont pas à leur première action au profit de leurs jeunes frères lycéens de Kourandaga, car il vous souviendra qu'en 2011, des équipements sportifs complets ont été mis gracieusement à la disposition de cet établissement, l'un des plus anciens, sinon le plus ancien des lycées de l'intérieur du pays, et qui, en octobre dernier, a soufflé ses 40 bougies. Un geste hautement significatif et plein de symboles, et qui vient un temps soit peu magnifier tout l'intérêt et les soucis sans commune mesure de cette association qui entend faire du lycée Amadou Kourandaga de Zender un lycée de référence dans la région et qui traduit éloquemment cette vérité d'une école par tous et pour tous, comme l'a réitéré le représentant des amis du lycée Amadou Kourandaga de Zender lors de cette cérémonie. Ce ne seront jamais de vanter les mérites de ce lycée vieux aujourd'hui de 40 ans. Car il a formé à notre pays des cadres de très haut niveau, dont certains de rang magistral. Il y a 2 semaines seulement, un ancien de cet établissement est passé professeur agréé en sciences économiques, le premier du Niger. Pour le proviseur du lycée Amadou Kourandaga de Zender, Ado Tinaou, avec des supports suffisants pour les élèves et pour les professeurs, à savoir ce milieu de manuels des niveaux seconde, première et terminale de maths, physique, chimie et anglais, ni doute, ils ne peuvent qu'espérer des résultats meilleurs par rapport aux années antérieures, surtout pour les séries scientifiques. Abondant dans le même sens, Moussa Talba, représentant les élèves du lycée Amadou Kourandaga, et Tijani Etikoku, représentant le COGES, prenant tour à tour la parole, se sont régis de ces gestes combien importants qui viennent de faire renaître le lycée Amadou Kourandaga avant de lancer un vibrant appel à d'autres bonnes volontés pour emboîter les pas aux amis du lycée Amadou Kourandaga afin que cet établissement réponde aux attentes légitimes de tous les acteurs du système éducatif de la région de Zender. Dans le discours qu'il a prononcé au cours de la présente cérémonie, le premier vice-président du conseil de ville de Zender, Abdurrahim Balarabé, devait s'appesantir sur les tenants et aboutissants de ces gestes qui viennent une fois de plus démontrer toute l'importance accordée à cet établissement par ses anciens élèves avant de prodiguer de sages conseils aux élèves pour une bonne utilisation de ces manuels combien importants dans la recherche du savoir et des connaissances. À noter qu'outre ce dont les amis du lycée Amadou Kourandaga de Zender ont également pris en charge des cours supplémentaires aux élèves de la terminale C en maths et physique-chimie pour un montant de près de 600 000 francs CFA et dont le contrat avec 2 professeurs a été signé au cours de la cérémonie de ce jeudi. À Agadez, 205 jeunes sans emploi de la région achèvent une formation professionnelle accélérée financée par le PNUD et l'Union européenne dans le cadre du projet Contribution à la mobilisation de la paix dans le nord du Niger. La cérémonie de remise des attestations et kits de sortie et fonds de démarrage des activités pratiques des bénéficiaires était placée sous la présidence du gouverneur de la région, le colonel Garba Maikido. Compte rendu Mohamed Madou et Nassirou Nakakal. Cette formation professionnelle accélérée a touché 205 jeunes sans emploi originaires des 15 communes de la région d'Agadez. L'objectif visé à travers cette formation de courte durée, dira la représentante du ministère des enseignements professionnels et techniques, est de donner aux jeunes une formation initiale professionnalisante tout en les dotant de compétences en entrepreneuriat. Cette activité, a déclaré Mme Amina Abdou, s'inscrit dans la droite ligne de la déclaration de politique générale du Premier ministre chef du gouvernement. Elle a en substance annoncé aux jeunes formés qu'ils seront suivis et accompagnés conformément à leurs vœux pendant une période d'1 an en vue de pérenniser leurs activités. Autre allocution, celle de la représentante adjointe du PNUD dans notre pays, Mme Martine Terrer, pour qui le développement économique, la paix sociale et la stabilité politique du Niger sont étroitement liés à l'insertion socio-économique des jeunes. Si on leur en donne les moyens, a-t-elle indiqué,
ils peuvent être de véritables acteurs de changement. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet Contribution à la consolidation de la paix dans le nord du Niger et met en avant deux nobles causes, l'éducation et la paix. L'éducation, c'est le savoir et le savoir-faire. La paix, c'est le savoir-être. Ces savoirs sont indispensables pour avancer sur la voie du développement. Dans son discours de clôture de cette formation professionnelle accélérée, de 205 jeunes sans emploi lancés le 19 mars 2013, le gouverneur d'Agadez a rappelé que celle-ci s'est déroulée dans 4 centres, Agadez, Arlit, Tchozin et Bilma. Le colonel-major Garba Mekido a demandé aux maires des communes concernées de les aider à mener une vie décente, active et productive. Il a été ensuite procédé à la remise aux récipiendaires des attestations, des kits de sortie et des fonds de démarrage. Les bailleurs de fonds ont dégagé au total 10 250 000 francs CFA répartis entre les 205 jeunes. Ils percevront chacun une enveloppe financière de 50 000 francs CFA. Une seule famille humaine nourriture pour tous, c'est l'intitulé d'une cérémonie organisée hier à Maradi par Catholique Relief Service CRS. Les autorités administratives de la région avec à leur tête le gouverneur Amadou Babalé ont pris part à cette cérémonie. Compte rendu Moussa Jariri et Sanusi Garba. Ont également pris part à cette rencontre les représentants des élus locaux, ceux des services techniques de l'État, le personnel du système des Nations Unies ainsi que les ONG et autres associations de développement. Le triptyque « Une seule famille humaine, nourriture pour tous » dont l'objectif est de mettre fin au scandale de la faim dans le monde est une initiative de Catholic Relief Service CRS sur financement des États-Unis d'Amérique dont la solidarité avec tous ceux qui souffrent de la faim est avérée à travers la mise en œuvre du programme Sécurité alimentaire et nutritionnelle. Un programme de plus de 20 milliards de francs CFA qui s'étalera sur 5 ans et qui touchera environ 87 500 ménages à travers des activités de santé, nutrition, eau et assainissement. Une manière d'annoncer la visibilité qui sera de mise tout au long de la mise en œuvre des activités de ce programme, a indiqué le coordonnateur de CRS. Au vu de la pertinence des actions programmées, elle cadre parfaitement avec les options de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens du président Issoufou Mahamadou, dont l'objectif principal est d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des vaillantes populations de la région, a dit pour sa part le gouverneur de la région. Le gouverneur Amadou Babalé et le président du conseil régional, Bala Paté, qui se sont prononcés après avoir visionné le film des activités jusque-là réalisées par CRS, ont affirmé que celle-ci pose le jalon d'un développement durable. Les deux personnalités ont réaffirmé leur disponibilité à travailler avec les ONG, projets et programmes pour l'amélioration des conditions de vie des populations nigériennes en général et celles de la région de Maradi en particulier. Dans le cadre du programme d'appui aux organisations de la société civile, PASOK 2, l'association Hadinkai de Gidan Rumji a entrepris cette année la formation de plusieurs femmes sur le leadership féminin en matière de la bonne gouvernance locale. Adine Algalas et Maman Umoru pour le compte rendu. L'association Hadinkai basée à Gidan Rumji œuvre dans le domaine de la formation en matière de la bonne gouvernance locale à travers le département. Ces actions sont axées sur la formation des femmes, cette importante frange de la population et par qui la communication interpersonnelle a un effet porteur. Fort de cet état de fait, l'association Hadinkai, à travers un financement de l'Union européenne via le PASOK 2, a entrepris un vaste programme de formation à l'endroit des femmes de 12 villages de la commune de Gidan-Rumji sur le leadership féminin en matière de la bonne gouvernance locale. On a eu à former donc alors 24 femmes relais dans les 12 villages ciblés. Donc le sentiment qui m'anime est que je peux dire qu'on a vraiment atteint notre objectif, puisque au début, lorsqu'on était venu ici, les femmes ignoraient beaucoup de choses. Donc il y a l'aspect religieux qui les empêchait de se présenter comme candidates. Il y a aussi leur mari et aussi l'ignorance. Mais maintenant, ces dernières donc alors nous ont fait savoir, disons, qu'à travers l'interview qu'on a eue,
Donc elles ont compris et que désormais, donc, elles vont sortir massivement et déposer leur candidature pour qu'on les choisisse afin d'occuper les postes d'élus locaux. Après avoir été formées, les 24 femmes se sont données à la tâche à travers les villages ciblés. Pour passer le message, leur stratégie a été une assemblée générale, les porte-à-porte, les cérémonies de baptême, mariage et autres regroupements. Les messages portaient sur les droits des femmes en général et celui de se faire élire en postulant au même titre que les hommes à des postes électifs notamment. Mariama Abdou, une de ces femmes relais du village de Madouchi, l'a bien compris et entend désormais exercer ses droits. Pour cette autre femme, Madame Biga Ibrahim, elle aura compris des choses qui aujourd'hui l'ont émancipée et participe activement au développement de son terroir. Elle pense également pouvoir briguer dans l'avenir un poste électif de conseiller ou tout autre au niveau de sa commune pour davantage défendre les droits des femmes rurales notamment. Il faut dire que la sensibilisation menée par les femmes relais dans le cadre de cette formation organisée par l'association Hadenkei dans 12 villages de la commune de Guidaromji a aussi permis aux hommes de se convaincre de l'utilité de la participation des femmes dans le processus de bonne gouvernance locale. Maman Salifou soutient que quand la femme réussit, c'est le bonheur dans le foyer. Aujourd'hui mieux outillées pour la défense de leurs droits, les femmes de Madouchi sont déterminées à combattre toute forme de discrimination et sont engagées dans les actions de développement. Motif de satisfaction pour le chef du village Rabiou Isaka, qui a saisi l'occasion pour remercier le programme d'appui à la société civile phase 2 pour son appui à Hadenkei qui a œuvré pour le bonheur de sa communauté. La région de Dosso a constitué la 5e étape du périple du Bureau exécutif national de l'Organisation des jeunes Tareya, mission conduite par Ibrahim Jibo, compte rendu Ali Hashimou et Mor Abdou. Mobile de ce déplacement, écoutons le président du Ben OJT. Il s'agit pour nous rendre compte de toutes les structures OJT qui existent à l'intérieur du pays et particulièrement au niveau de la région de Dosso. Le second objectif de ce déplacement, c'est en fait une prise de contact avec les responsables de structures OJT au niveau de chaque région. Le troisième objectif, c'est mobiliser la jeunesse autour des actions du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et autour également du gouvernement qui est en train de mettre en œuvre le programme de renaissance, programme pour lequel le peuple nigérien a fait confiance à notre parti en portant son candidat à la magistrature suprême de notre pays. Le président du bureau exécutif fédéral OJT de Dosso, Amidou Digouga, s'est réjoui de cette initiative noble du Ben OJT avant de rappeler les actions entreprises au niveau de la Fédération des jeunes de Dosso. Auparavant, la mission du Ben OJT a visité les ports secs de Dosso où des explications claires et nettes ont été données sur les niveaux d'avancement des travaux dont le mur de clôture est déjà terminé. Le responsable en charge de la question de sécurité routière de Dosso a demandé aux membres de cette mission de plaider auprès des plus hautes autorités de la 7e République pour le démarrage des autres travaux, car la population de Dosso et du Niger tout entier fonde beaucoup d'espoir de voir la concrétisation de ce projet. Sachez enfin que la mission a également rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région de Dosso, Seyd Zato Ali, pour lui notifier le mobile de son déplacement avant de mettre cap sur Niamey. Voilà, point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Surtout restez sur Télésal. Au revoir.